Donc bonjour, moi je suis ingénieur de recherche au CNRS, je travaille tous les jours avec les lasers pour faire du micro-usinage et je parle aujourd'hui au titre de ma fonction de président du club laser et procédés. Donc pardon, je vais parler dans un instant. Je vais vous parler de technologie laser au service des procédés de fabrication. Alors tout d'abord un mot sur le club. Le club est une association, loi 1901, qui est indépendante, qui existe depuis 1985, qui regroupe environ une soixantaine de membres, en gros les principaux acteurs dans le domaine des technologies et des procédés laser pour l'industrie. On organise des conférences, on participe à des salons, on est également présent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et effectivement, on essaie de développer le réseau professionnel de nos membres et de leur donner de la visibilité, notamment vis-à-vis des marchés applicatifs, en donnant la visibilité à leurs produits, à leurs services, mais aussi en diffusant de l'information qualifiée. Donc maintenant, revenons à notre conférence. Merci de lancer, très bien. Merci Fabrice. Donc le laser a été inventé au début des années 60. La première application, c'est quelques années après. C'était le perçage de filières de diamants. C'est une source de lumière intense qui peut être utilisée pour transporter de l'information, mais aussi de l'énergie. Et effectivement, l'essor véritablement du laser industriel, c'est au milieu des années 95, avec le couplage entre les machines-outils à commande numérique et les technologies laser. Aujourd'hui, on est sur une technologie qui est vraiment une réalité industrielle, qui est présente dans beaucoup d'unités de production. Donc on est sur une technologie qui est très transverse et omniprésente dans de nombreux secteurs de l'industrie. Elle est source d'innovation, elle peut utiliser cette lumière laser pour illuminer, pour voir, pour mesurer, pour communiquer et pour transformer la matière. C'est l'objet de ma conférence aujourd'hui. Au niveau mondial, la technologie laser représente à peu près 22 milliards d'euros et la transformation de la matière, c'est la première application. On est à peu près sur un tiers. D'accord ? On a en France quelques belles réalisations, alors j'ai choisi quelques exemples, c'est non exhaustif évidemment, soit de réalisations sur le territoire français qui utilisent des technologies laser, soit des technologies laser françaises, soit au niveau de la source, composants ou machines, qui sont utilisées pour des applications de masse. La première application en haut ici, c'est le perçage de chambres de combustion sur des moteurs d'avion ou d'hélicoptères. Le perçage permet de refroidir la chambre pendant la combustion et au moteur de travailler à plus haute température et donc d'être plus performant. La deuxième ligne, c'est la découpe de pièces de mouvement ou de pièces de décoration dans l'horlogerie, en particulier l'horlogerie de luxe. Au milieu, ici, vous avez une technologie française laser qui est utilisée pour réparer les écrans plats de smartphones, tablettes et également ordinateurs. Cette même technologie est aussi utilisée pour découper les écrans en verre. On a aussi cette même technologie qui est utilisée, toujours une technologie française, pour découper des implants intra-oculaires qu'on vous met lorsque vous avez un problème et la cataracte. Et également, ici, un produit que certains d'entre vous peut-être vont reconnaître, c'est un stent. Alors celui-là, c'est un stent en PLA, polydactite. C'est un implant, et donc qui est découpé au laser avec un laser français. Alors, quel est l'état des forces au niveau technologie laser en France ? Alors, tout d'abord, on est une partie de la filière photonique et on couvre toute la chaîne de valeur avec des fabricants de composants et des fabricants de laser, des intégrateurs, c'est ce qu'on appelle des fabricants de machines spéciales qui peuvent être soit généralistes, soit dédiés à certains marchés, également des spécialistes de procédés, on peut retrouver des laboratoires de recherche, des centres technologiques, mais aussi des sous-traitants. Et enfin, et heureusement, bon nombre d'utilisateurs qui relèvent de différents secteurs de l'industrie. Alors j'ai mis ici des grands groupes pour vous sensibiliser. Donc l'automobile, l'aéronautique, les cartes électroniques, la sécurité, le naval, le ferroviaire, les batteries aussi, j'en parlerai dans un instant, également la lunetterie. Plus un peu plus de 1000 sociétés qui font simplement de la découpe à plat pour la tôlerie. Quels sont les enjeux pour ces technologies laser dans les années à venir ? On en a déjà évoqué, on en a déjà parlé cet après-midi. Ça part tout d'abord de faire évoluer ces procédés pour gagner en compétitivité. Il faut aussi produire en utilisant moins d'énergie, c'est-à-dire être plus efficient d'un point de vue énergétique. Arriver à produire en utilisant moins de matières premières, c'est-à-dire à répondre aux mêmes fonctions mais avec moins de matières premières, notamment pour moins consommer, mais aussi pour alléger les structures. On a également besoin d'utiliser des procédés, et ça le laser est très bon pour ça, des procédés qui sont avec un faible impact environnemental, comme par exemple des procédés où on ne va pas utiliser de chimie, pas de revêtement, mais également pas d'effluent. Et ça, effectivement, on est très bien positionné. Et effectivement, contribuer à retrouver une certaine souveraineté industrielle, comme on en a parlé plusieurs fois.
Alors j'ai choisi 4 applications qui illustrent comment on va répondre à ces enjeux de demain. La première, c'est l'ingénierie de surface, où cette fois-ci, on va chercher à modifier la surface pour apporter une fonction. Alors soit on va améliorer une fonction, soit on va apporter une nouvelle fonction. Alors, vous avez ici en bas, par exemple, alors je ne sais pas si le pointeur fonctionne, non, c'est à peine, des différentes structures qu'on va produire à l'échelle micro et nanométrique pour introduire certaines propriétés sur la surface. On voit ici, par exemple, alors si tu peux lancer la vidéo, merci, là on voit une surface qui a été traitée et qui devient super hydrophobe, c'est-à-dire qu'il va repousser l'eau, comme on peut voir, l'eau rebondit sur la surface et n'adhère pas sur la surface. Alors les applications, ça peut être à la fois l'aéronautique, comme par exemple on peut envisager de traiter les ailes d'avion pour éliminer la formation de glace et éviter d'avoir à déglacer avant le décollage. On peut aussi imaginer traiter par exemple l'intérieur de la vaisselle pour éviter le dépôt, que l'eau stagne et éviter la formation de bactéries. Entre parenthèses, on sait aussi faire des surfaces antibactériennes, donc hydrophobes et antibactériennes. La surface noire que vous avez en dessous, là, la pièce qui est à droite au milieu, c'est du titane qui a été traité au laser. Il devient noir. C'est une surface, elle a un petit peu la forme de la troisième image en bas, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas de pointeur, celle-là. Elle piège la lumière. C'est-à-dire que la surface n'est pas brûlée, il n'y a pas de revêtement, c'est uniquement un traitement laser. Et là, vous avez une surface qui est brute, on a une réflectivité totale qui chute. On sait également, par exemple, structurer des surfaces d'un point de vue physique, changer la morphologie pour réduire, par exemple, la traînée d'un avion de plusieurs pourcents. Et un des enjeux actuels, c'est d'être capable de produire ça sur des grandes surfaces. Donc ça, c'est véritablement un enjeu. On a parlé de lasers de forte puissance, de systèmes qui vont défléchir le faisceau. Alors en haut, vous avez une pièce qui fait 900 mm par 600 mm. Là, vous avez une rosace qui a été décorée avec cet effet irisé au laser qui fait 1,20 m de diamètre. Pour gagner en compétitivité également, on a pu démontrer que certaines de ces structures, on peut graver l'outil et les reproduire sur des surfaces molles, par moulage ou par embossage, donc ça c'est intéressant. Et aussi, il y a d'autres, alors ma liste est non exhaustive évidemment, mais on peut aussi utiliser du microperçage, comme on peut voir ici, là c'est du verre, pour faire des barrières de filtration ou par exemple pour faire des barrières acoustiques dans d'autres matériaux. Les domaines d'application, j'en ai parlé, c'est l'aéronautique, l'automobile, l'électroménager, mais aussi le médical, pour favoriser le développement des cellules ou au contraire stopper le développement des cellules, par exemple sur les implants. Une autre application, ça va être l'ingénierie de surface, cette fois-ci pour travailler sur le sensoriel. C'est-à-dire qu'on va chercher à valoriser la perception de la surface, soit d'un point de vue esthétique, soit par le toucher, en traitant soit l'outil, soit la pièce. Ici, voilà le type de structure, enfin de pièces qui ont été gravées au laser. Donc en haut, vous avez des pièces décoratives, une pièce 2D, une pièce 3D, et en bas, vous avez un moule d'injection qui a été gravé au laser. C'est un moule 3D, effectivement, pour faire du moulage. La photo ici, on voit une forme de pâte de déco. Là, on n'est pas sur la gravure laser, on est sur une fusion de la surface et on va contrôler le bain fondu pour venir faire des structures qui sont souvent inspirées de la nature à titre décoratif ou pour être fonctionnel. Et effectivement, un des gros marchés de ces techniques-là, ça va être effectivement l'horlogerie de luxe qui nous tire vers le haut. Ici, on voit par exemple des bracelets, un réo ici. En bas, vous avez des carrures qui sont en zircone, qui ont été gravées au laser pour avoir des structures agréables au toucher et à la vue, mais également des fonds de montre ou encore des réos. Et donc les marchés, j'en ai parlé, ça peut être donc, évidemment le luxe, la lunetterie par exemple, une lunetterie de luxe, l'horlogerie, mais aussi l'électronique. Probablement demain, vous aurez des smartphones ou des tablettes qui seront décorées sur la partie extérieure avec du laser. Ces structures-là, noires par exemple, ou irisées. Et aussi la structuration de moules pour mouler des tableaux de bord dans l'automobile. On parle de toucher soft. Et effectivement, on est sur ce type d'application. Le troisième procédé dont je vais vous parler, c'est la fabrication additive. On en entend beaucoup parler, effectivement, c'est une capacité très intéressante. Je vais vous présenter d'abord la fabrication par impression métallique. Donc on est vraiment sur des imprimantes. Et aujourd'hui, ce qui se développe le plus, c'est l'impression de fil, non plus de poudre. Alors, pourquoi ? La fabrication, ça permet d'imprimer des objets à la demande. C'est-à-dire qu'effectivement, on gagne sur le temps de conception. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer des pièces à ce qu'on appelle bonne matière, mais aussi bonne géométrie et bonne matière. Ça permet également d'imprimer à la demande, donc on peut diminuer les stocks. Dans l'aéronautique, on peut envisager de diminuer par 5 les stocks. Alors on va toujours produire et garder des pièces de structure, mais des pièces qui ne sont pas de structure, on peut très bien les imprimer à l'autre bout du monde et pas forcément avoir à les stocker.
Ça permet également de faire des économies de matières premières. J'ai un exemple ici dont je vous parlais, mais effectivement, si on prend par exemple un rotor dans l'aéronautique, sur un moteur d'hélicoptère, on part d'un bloc de matière et on enlève 90% de la matière. Le principe, là, c'est plutôt de partir d'une petite pièce et de construire, d'apporter la matière pour venir justement faire la même fonctionnalité. Ça permet également de créer des volumes creux, de concevoir des pièces qu'on ne sait pas usiner, c'est-à-dire une pièce qui est fermée, mais avec des volumes creux à l'intérieur pour alléger les structures. Donc ça, c'est un autre avantage de ces procédés d'impression. L'enjeu actuel, c'est, comme j'en ai déjà parlé sur le traitement de surface, c'est de traiter des grandes pièces. Là, ici, vous avez une vidéo là, qui est au centre, où effectivement, l'IREPA laser a imprimé une cuve à vin qui fait 1,20 m de diamètre, 2,40 m de haut, et c'est imprimé au laser par des pots de fil. Alors évidemment, il faut plusieurs dizaines d'heures pour le faire. Sur la partie droite, au milieu, ici, vous avez un démonstrateur qui est un démonstrateur de tuyère de fusée, qui est imprimé également au laser. Alors la partie haute a été réusinée, il y a une opération de finition. Sur la partie basse, la vidéo a été lancée, on voit que c'est une pièce métallique qui sert de mélangeur pour mélanger des fluides. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que de partir d'un gros bloc et d'usiner, on part uniquement du cylindre et on va imprimer les ailettes, voilà, par impression laser. Alors, ça c'était le métallique. Pour le composite, on a également des solutions, ici comme on voit, donc on a effectivement des leaders avec Coriolis et Composite et également Ariane Group, où on va directement imprimer, c'est-à-dire que ce robot-là vient déposer le faisceau de fibres et en même temps il dépose la résine et instantanément il y a des diodes laser qui viennent provoquer la polymérisation pour durcir le polymère. On a une pièce en composite qui est fabriquée avec des fibres de carbone. Ces technologies sont utilisées pour le spatial, par exemple pour imprimer les coques de booster, mais aussi en aéronautique, par exemple pour imprimer les nez d'avion, ou certaines ici, là, probablement c'est une trappe d'avion. Et donc j'en ai déjà parlé, donc l'aéronautique, le spatial, également pour fabriquer des moules, notamment le conformal cooling, et également, je ne vais pas montrer d'exemple, pour le médical, ça fait très longtemps, en odontologie, pour imprimer les implants, mais aussi pour imprimer des outils directement en chrome cobalt, par exemple. La dernière application, c'est l'assemblage par soudage. Donc on peut souder bord à bord, on peut souder par transparence. L'avantage du soudage laser, c'est que le laser vient chauffer de manière très intense et il est très pénétrant. Voilà. Il y a 20 ans, on soudait 2 mm en une seule passe. Aujourd'hui, on soude jusqu'à 20 mm, c'est-à-dire 10 fois plus. On peut souder avec ou sans contact, on peut souder avec ou sans apport de matière, ça dépend des configurations. Alors ce qui était très important, les 2 points que je vais dire, c'est des leviers importants, notamment pour aller vers des marchés de masse. Premier point, le fait de chauffer de manière intense et très localisé permet de réduire le temps de préparation, notamment en termes de préparation de joints et également de préchauffage. C'est-à-dire qu'on gagne du temps, mais également au niveau parachèvement, au niveau finition. Le fait qu'on chauffe de manière très localisée, on diminue les déformations et donc on gagne du temps. Un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement la vitesse de soudage est très élevée par rapport au soudage à l'arc. On a un rapport entre 10 et 100. Donc on était plutôt au mètre par minute au soudage laser et on est plutôt au centimètre par minute avec les autres technologies. Alors des exemples, ici vous avez, si tu peux lancer la vidéo, merci Fabrice. Ici vous avez une poutre qui fait 2,50 m de long, qui est une poutre de fixation de siège en aéronautique sur des A350. Voilà, donc ça c'est effectivement l'Institut Maupertuis à Rennes. La vidéo suivante, enfin si tu peux appuyer, ça va Fabrice. Ah pardon, c'est moi. Pardon. Ici, merci. Là c'est une poutre de machine-outil spéciale qui fait 2 mètres de long, qui est soudée au laser. Ici, tu peux lancer la vidéo, c'est du soudage de 2 pièces de colonnes de direction dans l'automobile. C'est une société ES Laser à Bordeaux qui fait ça. Donc on voit 2 lasers qui travaillent chacun avec un robot. Il n'y a pas de contact, on est sans contact. Et effectivement, l'opérateur est derrière le mur en train de charger les 2 pièces suivantes. Ces technologies-là sont évidemment utilisées aussi dans d'autres domaines, dans le médical. Par exemple, ici, vous avez une clé dynamométrique au milieu, là, qui est soudée à différents endroits. Et en bas, vous avez un bracelet de montre où on vient souder les goupilles au laser. Donc, vous voyez, c'est vraiment une technologie qui sont utilisées largement. Donc, il y a d'autres marchés. Et les 2 marchés qui sont véritablement émergents, pour lesquels la réduction du temps de préparation et de parachèvement et la vitesse de soudage sont vraiment des points clés, c'est les batteries. On en parle beaucoup, notamment les batteries pour les transports, pour la mobilité. Et aussi les électrolyseurs, pour la production d'hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Tout d'abord, on est sur un marché en croissance, comme on l'a dit, avec une filière qui crée des emplois, et des emplois en France. Les technologies laser bénéficient d'une synergie évidente avec les technologies du numérique.
l'intelligence artificielle et le machine learning. Ce sont des technologies qui sont utilisées et qui vont être utilisées. C'est vraiment un levier important pour relocaliser des unités de production en Europe et en France, par exemple dans l'automobile et dans les semi-conducteurs, enfin microélectronique. Et si on s'en donne les moyens, on peut s'attendre à des innovations de rupture. Alors dans l'usage, je vous en ai montré, mais également dans les technologies propres laser. C'est-à-dire que sur les composants et sur les lasers. Alors les points noirs, on va dire, qui sont affichés ici en rouge, c'est plutôt, on l'a déjà dit, on est sur des métiers en tension, on est sur des procédés complexes qui se font souvent appel à des connaissances pluridisciplinaires. Donc on a besoin de personnel qualifié. On fait face également, comme beaucoup dans cette industrie-là, à des difficultés d'approvisionnement de matières premières, mais aussi de composants clés. Et effectivement, il faut être conscient qu'il y a une concurrence mondiale qui est très importante, qui est croissante, notamment en post-Covid. Effectivement, la Chine arrive aujourd'hui avec des technologies propres chinoises qui vont attaquer le marché, quand ça n'a pas déjà commencé. Et enfin, je dirais qu'il faut effectivement renforcer cette chaîne de valeur et lui donner la capacité à innover, peut-être avec un petit peu d'aide des pouvoirs publics. Voilà, donc voici merci à tous ceux qui ont contribué à cette présentation et merci pour votre attention.